Bismillah. Jean Culrec et son compagnon inséparable, Lilip, Canoul étaient des braillards et des fanfarons, de grands buveurs, querelleurs et vantards, qui mettaient en émoi la petite ville de Faring. Bien des fois, j'étais alors un jeune garçon aux cheveux ébouriffés. Je m'étais glissé jusqu'à la porte de la taverne pour écouter leurs jurons, leurs imprécations et leurs chansons de marins grossières. Ces sauvages écumeurs des mers m'emplissaient de peur autant que d'admiration. En vérité, et tous les habitants de Faring leur jetaient des regards de peur et d'admiration, car ces deux-là ne ressemblaient pas aux autres hommes de Faring. Ils ne se contentaient pas d'exercer leur métier près des côtes et parmi les eaux fonds aux dents de requin. Pas de yole ni de skiff pour eux. Ils partaient loin, très loin, comme aucun autre homme du village ne le faisait, car ils embarquaient sur les grands bateaux à voile qui voguaient sur les flots d'azur pour affronter l'océan gris et déchaîné, et faisaient escale dans les ports de pays étrangers. Ah, le petit village côtier de Faring ne connaissait plus un instant de répit lorsque Jean Curlec rentrait au port et descendait d'un air crâne la planche à débarquer. Le furtif Lilip à ses côtés, ses vêtements de marin souillés de goudron, sa dague toujours prête, glissait dans son large ceinturon de cuir et lançait un salut sonore à quelques personnes favorisées de sa connaissance. Embrassait une jeune fille qui s'était avancée imprudemment, puis il remontait la grande rue en rugissant un chant de marin à peine décent. Alors tous les désœuvrés et les hypocrites, les écumeurs de marmite, se pressaient autour de ces deux canailles, les flattant et minaudant, partant d'un gros rire à chaque plaisanterie ordurière, car pour les habitués de la taverne et pour certains habitants pusillanimes de Faring, ces hommes au langage cru et au comportement brutal, racontant leurs exploits sur les sept mers et dans des régions lointaines. Ces hommes, dis-je, étaient des héros de preux chevaliers à l'âme noble qui osaient être des hommes de sang et de muscles. Et tout le monde les craignait, à tel point que lorsqu'un homme était frappé ou une femme insultée, les villageois murmuraient et ne faisaient rien. Aussi, lorsque la fille de Moll Farrell connut le déshonneur par la faute de John Curlec, personne n'osa dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Moll ne s'était jamais mariée. Elle et la jeune fille vivaient seules dans une petite cabane près de la plage, si près qu'à marée haute, les vagues montaient presque jusqu'à leurs portes. Les gens du village tenaient la vieille Moll pour une sorcière. C'était une dame âgée, au corps maigre et au visage sévère. Elle avait peu de choses à dire à quiconque, mais elle se mêlait de ceux qui la regardaient et suppliait à l'insuffisance de ses pauvres moyens en ramassant des clams et en sortant de l'eau des débris d'épave. La jeune fille était une créature plutôt jolie, étourdie et vaniteuse, facile à abuser. Autrement, elle n'aurait jamais cédé aux flatteries éhontées de Jean Curlec. Je me souviens que c'était une froide journée d'hiver. Un vent vif soufflait de l'est. La vieille dame surgit dans la grande rue du village en criant que sa fille avait disparu. Les gens partirent à sa recherche. Ils s'éparpillèrent sur la plage et remontèrent vers l'intérieur des terres, vers les mornes collines, tous excepté Jean Culrec et ses compères. Ceux-là restèrent attablés dans la taverne à jouer au dés et à boire. Pendant tout ce temps, au-delà des hauts fonds, nous entendions le bourdonnement incessant du monstre gris qui se soulevait et s'agitait. Puis, dans la lumière incertaine de l'aube spectrale, la fille de Moll Farrell revint chez elle. La marée la porta doucement sur les sables humides et la déposa presque devant sa porte. Son visage était d'une blancheur virginale, ses bras étaient croisés sur sa poitrine immobile, ses traits étaient sereins, et les vagues grises soupiraient autour de ses membres graciles. Le regard de Moll Farrell était dur comme de la pierre. Pourtant, elle resta près de sa fille morte et ne dit pas un mot jusqu'à l'arrivée de John Culrec et de son compagnon inséparable. Ils sortirent de la taverne en titubant, un gobelet à la main, et descendirent vers la plage. John Culrec était ivre, et les gens s'écartèrent pour le laisser passer. Une envie de meurtre dans leur cœur, et s'approcha éclata de rire en apercevant Moll Farrell prostré sur le corps de sa fille. Morbleu, jura John Culrec. La coquine s'est noyée, Lilip. Lilip rit à son tour, avec ce rictus qui retroussait éternellement ses lèvres minces. Il avait toujours détesté Moll Farrell, car c'était elle qui lui avait donné ce surnom de Lilip. Puis Jean Culrec leva son gobelet, titubant sur ses jambes mal assurées. Je bois la santé du fantôme de cette drôlesse,
beugla-t-il, tandis que tout le monde restait figé sur place, horrifié. Alors Moll Farrell parla. Les mots s'échappèrent de sa bouche et en un cri strident, horrible. Le dos de tous ceux qui étaient présents se couvrit de frissons glacés. Que la malédiction du démon soit sur toi, John Kulrek, s'écria-t-elle. Que ton âme vile soit maudite par Dieu, subhanahu, pour l'éternité. Puisses-tu contempler des spectacles qui brûleront tes yeux et flétriront ton âme. Puisses-tu connaître une mort sanglante et te tordre dans les flammes de l'enfer durant 1 million et 1 million et encore 1 million d'années. Je te maudis par la mer et les continents, par la terre et l'air, par les démons des marécages, les esprits de la forêt et les gobelins des collines. Quant à toi, son doigt osseux se tendit tel un poignard vers Lilip, Canoul, et celui-ci recula en blêmissant. Tu seras la mort de Jean Kulrek, et il sera ta mort. Tu accompagneras Jean Kulrek jusqu'aux portes de l'enfer, et Jean Kulrek te conduira à la potence. J'appose le sceau de la mort sur ton front, Jean Kulrek. Tu vivras dans la terreur et mourras dans l'horreur. Très loin, sur la mer grise et froide. Mais la mer qui a emporté l'âme de l'innocence en son sein ne te prendra pas, car elle rejettera ta vile carcasse sur le rivage. En vérité, Jean Kulrek, elle parlait avec une force si redoutable que l'expression de raillerie sur le visage de l'homme ivre fit place à un rictus stupide et bestial. La mer rugit, réclamant la victime qu'elle ne gardera pas en son sein. La neige recouvre ses collines. Jean Kulrek, avant qu'elle fonde, ton cadavre sera étendu à mes pieds, et je cracherai sur ce cadavre et serai contente. Kulrek et son compagnon s'embarquèrent à l'aube pour un long voyage. Moll regagna sa cabane et ramassa à nouveau des clams. Elle semblait plus décharnée et plus sévère que jamais. Au fond de ses yeux couvait une lueur proche de la folie. Les jours s'écoulaient lentement, et les gens murmuraient entre eux, persuadés que les jours de Moll étaient comptés. En effet, elle n'était plus que l'ombre d'une femme. Pourtant, elle vaquait à ses tâches quotidiennes et refusait toute aide de la part des villageois. Cette année-là, l'été fut court et froid. La neige sur les collines arides de l'intérieur des terres ne fondit pas, un phénomène tout à fait inhabituel qui suscita nombre de commentaires dans le village. Au crépuscule et à l'aube, Moll descendait sur la grève, contemplait longuement la neige étincelant sur les collines, puis fixait la mer d'un regard farouche. Les journées devinrent plus courtes, les nuits plus longues et plus sombres. Les vagues grises et froides venaient s'échouer sur les sables lugubres, apportant la pluie et le grésil des vents vifs de l'est. Par une journée maussade, un navire marchand entra dans la baie et y jeta l'ancre. Tous les désœuvrés et le vaurien du village accoururent sur les quais, car c'était le bâtiment sur lequel Jean Kulrek et Lilip, Canoul, étaient partis. Lilip descendit la planche à débarquer, plus furtif que jamais, mais Jean Kulrek n'était pas là. Canoul secoua la tête en réponse aux questions qu'on lui criait. Kulrek a quitté le navire dans un port de Sumatra, dit-il. Il s'était battu avec le maître d'équipage. Il voulait que je déserte, moi aussi, mais pas question. Je tenais trop à vous revoir, hein, les gars. L'allure de Lilip Canoul était presque craintive. Soudain, il recula comme Moll Farrell se frayait un chemin à travers la foule. Un instant, ils restèrent immobiles à s'affronter du regard. Puis un horrible sourire retroussa les lèvres sévères de Moll. Il y a du sang sur ta main, Canoul, lança-t-elle brusquement, si soudainement que Lilip sursauta et frotta sa main droite sur sa manche gauche. Arrière, sorcière, gronda-t-il, se mettant brusquement en colère. Puis il s'avança à grands pas et la foule s'écarta pour le laisser passer. Ses admirateurs le suivirent jusqu'à la taverne. Je me souviens que la journée du lendemain fut encore plus froide. Un brouillard gris s'était levé à l'est, recouvrant la mer et la grève. Aujourd'hui, personne ne quitterait le port. Tous les villageois étaient restés bien au chaud dans leurs maisons confortables, ou bien réunis dans la grande salle de la taverne. Ils se racontaient d'interminables histoires. C'est pourquoi Joe, mon ami, un garçon de mon âge, et moi fûmes les premiers à voir la chose étrange qui se produisit alors. En jeunes et cervelés sans sagesse que nous étions, nous nous trouvions à bord d'une petite barque flottant à l'extrémité des quais. Chacun de nous grelottait et souhaitait que l'autre propose de partir, puisque nous n'avions aucune raison d'être là, excepté que c'était un bon endroit pour bâtir des châteaux en Espagne sans être dérangé. Soudain, Joe leva une main. Hé, dit-il, tu entends? Qui peut bien se trouver dans la baie par une journée pareille? Personne. Qu'as-tu entendu? Un bruit de rame. Ou alors je suis un imbécile. Écoute,
On ne voyait rien avec ce brouillard, et je n'entendais rien. Pourtant, Joe affirmait entendre quelque chose. Brusquement, une expression étrange apparut sur son visage. Quelqu'un est en train de ramer là-bas. Je te dis, à en juger par le bruit, la baie est remplie de rames. Il y a au moins une vingtaine de bateaux. Abruti, tu n'entends donc rien. Comme je secouais la tête, il se leva d'un banc et entreprit de défaire l'amarre. Je vais jeter un coup d'œil là-bas. Traite-moi de menteur si la baie ne grouille pas de chaloupe. C'est une véritable flottille. Naviguant à distance serrée, tu m'accompagnes? Oui, je désirais l'accompagner, même si je n'entendais rien. Nous nous dirigeâmes vers la grisaille. Bientôt le brouillard se referma derrière et devant nous. Nous dérivions au sein d'un monde nébuleux et confus, ne voyant et n'entendant rien. En un rien de temps, nous étions perdus et je me mis à injurer Joe. C'est lui qui avait eu cette idée stupide, et nous allions probablement nous retrouver en haute mer. Je songeais à la fille de Moll Farrell et frissonnais. Combien de temps dérivâmes-nous ainsi? Je ne saurais le dire. Les minutes devenaient des heures et les heures des siècles. Joe affirmait toujours qu'il entendait un bruit de rames, tantôt proche, tantôt dans le lointain. Des heures durant, nous ramâmes modifiant notre course et nous dirigeant vers le bruit, tandis que celui-ci augmentait ou décroissait. Plus tard, je me suis interrogé sur cet étrange phénomène, sans parvenir à l'expliquer. Puis alors que mes mains étaient tellement engourdies que je ne pouvais plus manier mon aviron, et qu'une étrange torpeur, causée par le froid et la fatigue, m'envahissait insidieusement. Des étoiles blanches aimantes scintillèrent soudainement à travers le brouillard. Celui-ci se dissipa rapidement et s'évanouit, tel un fantôme de fumée. Nous nous aperçûmes que nous flottions juste à l'entrée de la baie. Les eaux étaient aussi lisses que la surface d'un étang, vert sombre et argent sous la lueur des étoiles. Le froid était plus mordant que jamais. Je m'apprêtais à nager acculé, afin de regagner le port, lorsque Joe poussa un cri. Pour la première fois, j'entendis le claquement de tollé. Je regardai par-dessus mon épaule, et le sang se glaça dans mes veines. Une grande proue effilée se dressait au-dessus de nous, une forme étrange et peu familière se découpant sur les étoiles. Comme je retenais mon souffle, le bâtiment vira brusquement de bord et vint sur nous, dans un curieux bruissement comme je n'avais jamais entendu aucun navire le faire. Joe cria et nagea acculé, d'une façon éperdue. Notre barque s'écarta de la route du bateau juste à temps. La proue ne nous avait pas heurtés, mais nous serions morts de toute façon. En effet, de longues rames dépassaient des flancs du navire, banc à banc, qui le faisaient avancer rapidement. Je n'avais encore jamais vu un tel bâtiment, mais je compris que c'était une galère. Que faisait-elle si près de nos côtes? Les grands voyageurs affirmaient que de tels navires étaient toujours en usage parmi les païens de Barbarie. Mais la Barbarie se trouvait à bien des lieues d'ici, et même si cela était, cette galère ne ressemblait pas aux navires décrits par ceux qui avaient voyagé aussi loin. Nous nous lançâmes à sa poursuite et constatâmes un fait étrange. La proue fendait les flots et semblait littéralement voler sur les vagues sombres. Pourtant, la galère avançait très lentement. En un rien de temps, nous l'avions rejointe, fixant solidement notre amarre à une chaîne, hors de portée des rames qui s'enfonçaient dans la mer en sifflant. Nous hélâmes ceux qui se trouvaient sur le pont, mais nous n'obtînmes aucune réponse. Finalement, surmontant notre peur, nous grimpâmes jusqu'en haut de la chaîne pour nous retrouver sur le pont le plus étrange qu'un homme ait jamais foulé depuis bien des siècles tumultueux. Ce n'est pas un corsaire de Barbarie, murmura Joe avec crainte. Regarde comme il semble vieux, sur le point de se disloquer et de tomber en 1000 morceaux. Et ce rafio est complètement pourri. Il n'y avait personne sur le pont, personne pour manier la longue rame servant à gouverner le navire. Nous nous glissâmes vers la cale et regardâmes au bas de l'escalier. Alors, si jamais des hommes furent à deux doigts de sombrer dans la folie, ce fut bien ce qui nous arriva. Il y avait des rameurs, certes, assis sur leurs bancs. Ils maniaient les rames et les plongeaient dans les eaux grisâtres, et ces rameurs étaient des squelettes. En criant, nous fîmes demi-tour et courûmes vers le bastingage pour nous jeter à la mer. Mais je trébuchai contre quelque chose et m'étalai de tout mon long. Comme je me redressais à quatre pattes, j'aperçus une chose qui me fit oublier un instant la vision abominable de la cale. J'avais trébuché contre un corps humain,
Dans la lumière grisâtre qui commençait à se glisser furtivement sur les flots à l'est, je distinguais la poignée d'une dague saillant entre ses omoplates. Joe avait atteint le bastingage et me criait de me hâter. Ensemble, nous nous glissâmes au bas de la chaîne et tranchâmes la mare. Puis nous nous éloignâmes en hâte, nous dirigeant vers la baie. La sinistre galère continua sa course. Nous la suivîmes lentement, stupéfaits. Elle semblait se diriger droit vers la grève, à proximité des quais. Comme nous nous approchions, nous vîmes que des gens se pressaient sur les quais. Ils s'étaient sans doute aperçus de notre disparition et nous cherchaient. À présent, ils restaient figés sur place, dans les premières lueurs de l'aube, contemplant avec stupeur l'apparition qui avait surgi de la nuit et du lugubre océan. La galère ne modifia pas sa route, continuant tout droit dans le bruissement de ses rames, puis avant qu'elle atteigne l'eau peu profonde, crac, une déflagration terrifiante secoua la baie. Le sinistre navire parut se dissoudre sous nos yeux. Puis il disparut entièrement et les eaux vertes bouillonnèrent là où il était trouvé un instant plus tôt. Aucune épave ne flottait à cet endroit, et les flots ne rejetèrent aucun débris sur la grève. Et pourtant, si, quelque chose flottait et fut rejeté sur le rivage, et c'était une bien sinistre épave. Nous atteignîmes les quais au milieu d'un brouhaha de conversations animées, puis tout le monde se tut brusquement. Moll Farrell se tenait devant sa cabane. Sa silhouette décharnée se découpait sur l'aube spectrale et sa main osseuse était pointée vers la mer. Quelque chose flottait, porté par les flots grisâtres sur le sable humide et soupirant. Quelque chose que les vagues déposèrent au pied de Moll Farrell. Alors, comme nous nous groupions tout autour, deux yeux qui ne voyaient plus rien nous fixèrent, deux yeux enfoncés dans un visage figé et livide. John Culker était revenu au pays. Il était étendu, immobile et horrible, ballotté par les vagues. Comme le corps se tournait lentement sur le côté, sous la poussée des flots, tout le monde aperçut la poignée de la dague qui dépassait de son dos. La dague que nous avions tous vue, un millier de fois, glissée dans le ceinturon de Lillip Canoul. Oui, je l'ai tué, hurla Canoul, comme il se tordait et se traînait sur le sable, devant nos regards stupéfaits, en mer par une nuit calme, au cours d'une rive rixe d'ivrogne. Je l'ai tué et l'ai jeté par-dessus bord, et il m'a suivi depuis la mer lointaine. Sa voix se brisa et se changea en un chuchotement hideux. À cause de la malédiction, la mer n'a pas voulu garder son corps. Et le scélérat s'effondra sur la grève en tremblant de tous ses membres. L'ombre de la potence voilait déjà son regard. Oui, c'était la voix de Moll Farrell, puissante, sonore et triomphante. Depuis l'enfer des navires engloutis, Satan, Alehellana, a envoyé un bateau des siècles passés, un navire rouge de sang et entaché de souvenirs de crimes affreux. Aucun autre navire n'aurait transporté une carcasse aussi vile. La mer s'est vengée et m'a vengé. Regardez maintenant comme je crache au visage de John Cullrech. Et avec un horrible rire, elle tomba en avant, le sang jaillissant de ses lèvres. À cet instant, le soleil apparut au-dessus de la mer agitée.